Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années, avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « Tu devrais témoigner ». Oui, mais comment ? Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre ? Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve ? Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier que je vais vous proposer d'écouter. Lorsque l'on est en errance thérapeutique, on cherche de tous les côtés des informations. On peut faire de nombreuses recherches pour trouver une éventuelle piste de diagnostic qui pourrait enfin expliquer nos douleurs et plus largement l'état dans lequel on se trouve. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer quelques épisodes avec la particularité de recevoir des professionnels de la santé ou des paramédicaux ou encore des personnes en médecine alternative, afin que vous puissiez trouver des ressources et pourquoi pas des solutions au travers des explications de mes invités. Ce seront quelques épisodes hors série. Ma première invitée est Camille. Elle est podologue. Elle est absolument passionnante à écouter car elle est elle-même passionnée par son métier. On ne soupçonne pas la richesse de ce métier de podologue et comment la prise en charge podologique ou en pédicurie peut soulager, voire soigner certains maux. C'est encore un métier mal connu. Ma prise de conscience envers celui-ci est arrivée lorsque j'ai souffert moi-même d'un panari. J'ai vraiment vécu une errance thérapeutique cette fois-ci. Oui, le panari est extrêmement connu, tout le monde en a peut-être plus ou moins eu, ou en tout cas le connaît, mais sa prise en charge demeure encore un grand point d'interrogation pour de nombreux médecins. C'est ma rencontre avec Camille qui m'a permis de me soigner, et j'avais très envie de vous partager ne serait-ce que cela. Je vous souhaite une très bonne écoute avec elle pour découvrir ou redécouvrir ce métier. Bonjour Camille. Bonjour Yasmine. Merci d'être venue aujourd'hui jusqu'à chez moi pour enregistrer ton témoignage qui va être très différent de d'habitude puisqu'on va pas parler d'errance médicale en tant que telle, mais de ton métier de podologue. Oui, exactement. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que ce métier-là ? Alors, pédicure podologue, c'est un métier paramédical. On a la partie pédicurie qui va plutôt être axée sur le soin de la peau et des ongles et la partie podologie qui va être l'étude du mouvement du corps et qui va aboutir à la réalisation de semelles orthopédiques. Alors,
Justement, moi j'ai voulu en fait faire des épisodes, on va dire un peu hors série, en accueillant des professionnels paramédicales. Tu es la première à mon micro dans ce cadre-là, et j'en suis très très contente parce que j'avais envie de donner la parole pour que les personnes qui travaillent dans plein de métiers puissent nous expliquer comment ils peuvent agir au niveau de nombreuses pathologies chroniques. Et nous, on s'est rencontrés dans un cadre que je n'aurais jamais imaginé, parce que moi, je porte des semelles, donc depuis longtemps, en fait, je porte des semelles, je vais voir des podologues régulièrement. J'étais d'ailleurs déjà venue te voir pour faire des semelles. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis, il s'est avéré que j'ai eu un traumatisme de l'ongle au pied, puisque mon fils m'a gentiment ouvert la porte du congélateur sur l'ongle. Et donc, j'ai été traumatisée, je l'ai perdu, et lorsqu'il a repoussé, ça a créé à de nombreuses reprises un ongle incarné, donc autrement appelé le panari. Donc c'est quelque chose que tout le monde connaît, plus ou moins on a eu dans sa vie, ou on aura un jour, c'est rien d'exceptionnel, mais ça fait beaucoup souffrir. Effectivement, et quand tu es arrivée au cabinet, ça faisait 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois que tu avais une infection? Oui, ça faisait peut-être même 6 mois que j'en avais, mais pas ponctuellement. C'est-à-dire que toutes les 2 semaines à peu près, en fait, j'avais 2 semaines de pause, puisque j'avais bien fait les soins, etc. Puis à peu près 2 semaines où à nouveau ça s'inflammait et c'était extrêmement douloureux. Puis je refaisais les soins et ça allait mieux. Mais en fait, ça ne guérissait jamais. Et là, ça faisait à peu près 2-3 semaines que j'étais en énorme infection, plus que d'habitude. Et dans ton cas, on t'avait dit que y avait rien à faire. C'est ça. Donc en fait, ce qui a été compliqué, c'est que là, on pourrait dire que j'ai pas une errance médicale puisque je savais ce que j'avais, mais j'ai une errance thérapeutique puisque je n'avais aucun traitement qui était proposé. La seule chose qu'on m'a proposé, c'était de faire des bains de daquin, ce que je faisais d'ailleurs déjà toute seule et qui permettait de faire que ça n'empire pas, on va dire. Mais j'avais même été voir donc un médecin aux urgences quand j'étais en vacances à Belle-Île. Et c'est vrai que ce médecin-là, alors, avait été fort sympathique, mais m'avait dit, il n'y a rien de plus à faire que ce que vous faites déjà. Et par contre, si jamais là vous n'arrivez pas à contenir l'infection, il va falloir que vous alliez à Vannes pour vous faire opérer. Et l'opération consistera à ouvrir sur le côté, à enlever toutes les cellules et à enlever toute l'infection. Mais du coup, bon, c'était moi qui en plus ne supporte pas qu'on me touche les pieds. C'était horrible quand il m'a parlé de cette opération-là. Et surtout, j'imagine une opération extrêmement douloureuse, malgré tout sous anesthésie, donc avec des soins qui allaient coûter quand même beaucoup d'argent à la sécurité sociale, et des soins derrière, douloureux et longs. Et donc il m'avait dit ça. Et en ce moment, moi je remarque qu'au cabinet, on a beaucoup de patients qui arrivent comme toi, après avoir consulté un médecin, et à qui on propose juste des soins de désinfection, et on leur parle tout de suite de l'opération. Alors que le soin de l'ongle incarné, c'est vraiment le cœur de notre métier. C'est-à-dire qu'on en fait plusieurs fois par semaine, et on devrait être, à mon sens, la première intention en fait de consultation dès qu'il y a une infection au niveau de l'ongle, parce que le geste il est très rapide et le soulagement il est immédiat, instantané. Voilà. Je confirme. Instantané. Et c'est pas quelque chose qui peut être très compliqué, sauf que la plupart du temps les gens arrivent au cabinet après avoir attendu, en moyenne je dirais au moins 1 mois. Donc, la plupart du temps, il y a un bourgeon qui s'est développé sur le tour de l'ongle. Donc, on arrive moins à voir la partie qui est dans la chair. Et comme on n'a pas le droit d'utiliser de produits anesthésiants, on le fait, à vif. Donc, ça peut être des fois très douloureux, même si ça dure pas longtemps. Nous, on est aussi un petit peu obligés de gérer la douleur du patient. Mais le geste en lui-même, il est très rapide. Et quand on repart du cabinet, on a son ordonnance pour les produits de désinfection et on a la douleur en moins. Voilà. C'est ça. Et on fait un suivi de cicatrisation dans le cas des ongles incarnés les plus graves. Et après, comme dans ton cas, on peut faire aussi une correction de courbure pour éviter la récidive quand on a une courbure exagérée au niveau de l'ongle qui peut se corriger. Exactement. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, soyons honnêtes, j'étais déjà terrorisée à l'idée que tu touches à cet ongle qui, oui. En fait, j'arrivais même plus à me chausser, donc c'était très compliqué, c'était très très douloureux, même sans rien faire, ça me lançait. Donc, imaginer d'aller toucher à ça me semblait... Oui. T'étais pas rassurée. Non, je n'étais pas du tout rassurée, mais t'as réussi quand même, j'avais confiance, Et en fait, ce qui a été fou, c'est que c'est ma belle-mère qui m'a dit, mais pourquoi tu vas pas voir ta podologue pédicure? Je dis, mais parce que tu crois vraiment qu'elle va pouvoir faire quelque chose pour moi? Si on a été à ce point-là, moi je suis quand même infirmière, donc, et je n'avais pas cette notion-là. Et c'est ce que tu m'as demandé quand t'es arrivée, est-ce que vous allez pouvoir faire quelque chose? Oui. Bah oui, en fait, parce que c'est mon boulot.
Et moi, ça m'étonne encore qu'on me pose la question, mais on se rend compte aussi en général, notre métier, il est très mal connu et par les patients, et surtout par les prescripteurs. Donc les médecins connaissent très mal notre métier. Donc ils nous envoient pas les patients quand ils les voient comme ça. Ça va être c'est un Panari. Bon, Panari, c'est uniquement l'infection du pourtour de l'ongle. Ça peut être provoqué par un ongle incarné, donc dans ce cas-là, on a l'ongle qui est dans la chair, qui pousse dans la chair, ça fait une plaie et ça s'infecte très vite au niveau des pieds. Donc on nous envoie pas justement ce genre de patients-là à qui on prescrit du Daquin sur des périodes des fois extrêmement longues. La dernière patient que j'ai eu là, il avait une ordonnance à rallonge. Il venait de consulter son médecin traitant qui lui a déjà dit Daquin matin et soir, des bains de Daquin. Il avait des antibiotiques. Et il avait des corticoïdes aussi à prendre, j'avais jamais vu ça, et des pansements. Et il a rajouté en fin de consultation, peut-être que vous pourriez prendre rendez-vous chez un pédicure podologue. Et du coup, il est venu. On a juste fait le soin et ça s'est réglé. Il n'a pas eu à prendre ses antibiotiques, il n'a pas eu à prendre des corticoïdes. Il a juste eu à désinfecter pendant 5 jours à une semaine et puis on a fait un suivi de repousse et tout s'est bien passé. Il était content. Moi, j'étais enchantée. Donc, il faut le dire, clairement, j'ai eu mal. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré quelques minutes. Tu as fait des pauses. T'étais très à l'écoute. J'ai eu mal. Après, je me suis sentie pas bien, mais parce que je pense que j'étais tellement au plafond au niveau du stress. Quand tu es arrivée, moi, je me suis dit, ça va. On va rester longtemps sur le fauteuil parce que ça faisait longtemps, je pense que tu avais mal. Oui. Et l'appréhension, c'est plutôt contre ça qu'on lutte. C'est contre la douleur et l'appréhension des gens. Donc, on fait de la désensibilisation. On peut utiliser aussi un petit peu de sophrologie. Je sais qu'il y a certains collègues qui utilisent de l'hypnose aussi pour justement mettre le patient dans un état d'hypnose pour pouvoir arriver à faire les soins dans le cas où ça fait très très mal. Mais après voilà, ça va être vraiment nous c'est la seule urgence. Donc ça, l'ongle incarné et le corps infecté, ça va être les seules urgences qu'on va avoir au niveau de notre profession. Ou dans mon cas, moi j'essaye de voir les patients dans la journée, le plus rapidement possible, parce que je sais que l'acte va soulager immédiatement la douleur et qu'après... Moi, je suis passée de 8 de douleur sur 10 à 1. Oui. Vraiment, tu m'as demandé de toucher, j'ai touché, et en plus, par rapport à la douleur tellement vraiment forte que je venais d'avoir, j'avais rien. Et tu m'avais même dit de continuer de me désinfecter, c'est ce que j'ai fait, mais clairement, j'avais presque plus besoin, il n'y avait plus d'infection. Donc, c'était incroyable. Et aussi, tu m'avais préconisé plutôt la bétadine, que c'était moins agressif que le Daquin. C'est vrai que moi, je me cramais les pieds avec le Daquin. Le Daquin, moi, au cabinet, en tout cas, je le prescris en attendant qu'on se voit. C'est-à-dire que j'ai l'appel, si je peux pas prendre dans la journée, et que la personne a déjà eu sa prescription de Daquin, je lui demande de continuer à faire 1 à 2 fois par jour des bains de Daquin jusqu'à ce qu'on se voit, et après on arrête, parce que j'ai remarqué que ça fragilisait beaucoup la peau, et qu'ensuite, la désinfection avec la bétadine, ça permet d'assécher en fait la plaie ou le bourgeon. Voilà, après on peut rajouter un petit traitement pour le bourgeon avec du nitrate d'argent qui va venir cautériser. Dans le cas où on a vraiment des gros bourgeons qui nous empêchent de travailler, qui vont être très très douloureux, qui vont saigner facilement, et malgré la désinfection, ils vont pas partir au bout d'une semaine. Là, dans ce cas-là, moi je prescris du nitrate d'argent, comme ça on enlève le bourgeon et tout peut cicatriser normalement. Bon, alors c'est justement après cette expérience-là que je me suis dit par rapport au podcast, je me suis dit mais c'est incroyable, c'est un mot connu de presque tout le monde, et pour autant on ne sait pas vraiment comment y mettre fin, ou en tout cas pas assez de monde. Et donc là je me suis dit mais il faudrait absolument qu'on puisse en parler sur le podcast. Et puis plus largement je me suis dit ce serait intéressant de savoir tout ce que tu peux faire dans les pathologies chroniques. Alors si on rembobine un tout petit peu, déjà pourquoi est-ce que toi tu as voulu devenir podologue pédicure? Alors c'est un grand hasard de la vie qui a fait que je suis podologue aujourd'hui. Au départ, je me destinais à des études de kiné. Et dans ma région, il fallait que je passe par la première année de médecine. Et ça s'est pas exactement passé comme prévu. Donc, j'ai pas eu de place à l'école de kiné. Et j'ai fait un petit peu une errance des études. Donc, j'ai fait plein de choses. Je suis passée par une fac d'histoire de l'art. Ensuite, j'ai tout arrêté pour travailler, pour réfléchir un petit peu à mon projet. Et je me suis dit, je veux être dans le paramédical. Voilà, j'ai une maman qui était infirmière, cadre de santé, qui me disait fais infirmière, j'ai jamais de la vie. Voilà, ostéopathe, ça me plaisait aussi, mais là c'était plus
au niveau du budget, parce que les écoles étaient très chères et ça durait 5 à 6 ans, donc voilà, donc il a fallu que je parte sur un autre projet et j'ai croisé un ami de lycée avec qui j'avais été en première année de médecine, qui m'avait dit, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, il dit qu'est-ce que tu fais? Moi je travaillais à l'époque dans un garage automobile où je vendais des coffres de toit et des porte-vélos. Et donc ça l'a fait beaucoup rire. C'était très formateur, cela dit. Et il m'a dit, écoute, moi je suis à l'école de podologie. Renseigne-toi, c'est super, c'est génial. Et lui avait découvert aussi un petit peu ça par hasard. Il me dit, fais ça, tu vas voir, c'est très bien. Alors moi, qui voulais reprendre des études, je me suis inscrite à une prépa, j'ai passé les concours et j'ai été prise donc du coup dans une école publique où j'ai découvert le métier. En fait, j'avais une idée de ce que c'était. Et je l'ai découvert à partir de la première année où on a nos premiers patients en fait, parce on est très très vite dans le bain. C'est une école dans un CHU où on a une clinique, on a des patients tous les jours. Et je m'étais dit le premier patient, ça passe ou ça casse. Ça va être vraiment l'épreuve de mise en situation. Est-ce que je vais pouvoir en faire mon métier pour la vie ou pas? Et oui, je me suis dit oui. Et après l'ensemble en fait des études, c'est très riche parce que il y a le pied. Mais il n'y a pas que le pied, il y a des cours d'anatomie, des cours de physiologie, des cours de rhumatologie, des cours de dermatologie, des stages en chirurgie, donc on va avec des chirurgiens orthopédistes assister à des opérations du membre inférieur. Moi, dans mon cas, j'ai vu surtout des opérations du pied. Et puis, il y a ce quotidien aussi avec les patients, et pour la partie pédicurie, et pour la partie examen clinique, podologie, réalisation de semelles. Donc, c'est très complet, ça ratisse très très large au niveau des cas qu'on va voir, et du coup du type de patient. En fait, ça va de l'enfant de 8 mois, parce que avant on ne les emmène pas trop, mais 8 mois jusqu'à la personne âgée. Voilà, c'est assez riche en fait comme métier. Ok, bah oui, on voit que ça a l'air passionnant. En tout cas, ça te semble te passionner. Et quand on vient te voir en tant que patient, effectivement, on sent que tu maîtrises complètement ton sujet et que. Oui, on essaye de faire au mieux. Et je pense qu'on peut pas faire un métier comme ça sans être curieux aussi. Parce que chaque patient, il va arriver avec son histoire, avec. Alors, le soin, il va être basique. Et parfois, ça va pouvoir se compliquer. Et du coup, le fait d'avoir l'historique du patient et de comprendre de quoi il nous parle aussi, c'est hyper important dans la prise en charge, en tout cas, quand on est paramédical. Parce que on va pas être un spécialiste, on vient le voir pour sa spécialité, du coup, il va avoir son sujet à maîtriser, même s'il a les autres antécédents, ça va être vraiment ça. Nous, on voit des patients qu'on va, en fait, on va étudier un peu dans leur globalité, et même si... à la fin, ça va être un soin de pédicurie, on va dire, enfin voilà, une coupe d'ongles ou un traitement de la peau ou la réalisation d'une paire de semelles. Mais ça va être très important de savoir pourquoi on les fait et qu'est-ce que eux vivent dans le quotidien, quoi. Là, en t'écoutant, ce qui me vient, c'est que, par exemple, ostéopathe, c'est un diplôme. Bon, on pourrait prendre ça pour tous les métiers, hein. Mais par exemple, on dit, est-ce que moi, j'en veux pas un qui craque, moi, ça me fait du bien quand on est un qui me fait craquer, etc. Ouais. Et donc, il y a différentes manières, finalement, d'exercer l'ostéopathie. Et il y a différentes manières d'exercer la podologie. C'est ce que je voulais te poser comme question. Un peu, quelles sont les grandes différences, si tu as un petit peu en tête les différentes manières d'exercer ce métier-là, pour s'orienter en fonction de sa pathologie ou en fonction de ce qu'on ressent, de ce qu'on est, parce que moi je sais que par exemple il y a des ostéopathes qui me font plus de mal que de bien, et maintenant que j'en ai trouvé une merveilleuse, elle me fait beaucoup de bien, et donc c'est comme avec elle. Pour beaucoup d'autres spécialités, on va aller voir quelqu'un qui va nous correspondre. Nous, on a un tronc commun au niveau de la formation initiale qui dure 3 ans, où on va apprendre toutes les bases de l'anatomie, les bases de notre métier, de la réalisation des semelles, de la prise en charge du patient. Et ce qu'il y a de bien maintenant, c'est qu'on a accès à énormément de formations complémentaires après notre diplôme. Et ça va déterminer et notre patientèle et la façon dont on va les prendre en charge aussi. Donc, il y a des personnes qui vont orienter leur cabinet plus podologie, donc qui vont vraiment vouloir faire que des semelles, ça les intéresse. Les soins, il y a beaucoup de gens que ça n'intéresse. Moi, mon cabinet, il est plus orienté soins,
parce que je pensais pas, quand j'ai commencé ce métier, je pensais pas être aussi passionnée par le soin. Donc il est plutôt orienté soin, donc j'ai une plus grosse patientèle de soins que de patients à qui je vais faire des semelles. Sachant que les patients qui j'ai en soins, je leur fais les semelles aussi s'ils ont besoin. Et donc là, au niveau de la formation du soin, on va avoir donc tout ce qui est en plus de la formation initiale, même si moi je l'ai appris dans ma formation initiale, le traitement de courbure d'ongles, la réalisation de tout ce qui est appareillage, donc qu'on appelle des orthoplasties, pour protéger les orteils. Donc voilà, c'est un petit peu le complément du soin. Mais il y a des podologues qui font pas le faire. Ils font pas de traitement de courbure d'ongles, ils ne font pas d'orthoplastie, ils font peut-être que du soin, voilà, sans les petits plus qu'on peut proposer. Et après, au niveau des semelles, c'est là où c'est encore plus large, c'est que il y a énormément de formations et auxquelles on va plus ou moins adhérer. Donc ça dépend de notre personnalité et de ce qu'on a envie de proposer. Il n'y a pas de meilleure solution ou de meilleure formation, mais je pense que ça dépend aussi de nous, de notre intention. Qu'est-ce qu'on veut proposer, à quel type de patient. On peut passer un DU de podologie du sport et prendre en charge des sportifs. On peut passer un DU de posturologie et travailler plus sur le traitement des entrées posturales. On peut se spécialiser pour les patients très jeunes, donc ça on appelle les podopédiatres, c'est la podopédiatrie, et du coup et utiliser quand même de la posturologie et utiliser plein de choses. On a une boîte à outils qui est énorme, et après on part de notre formation de base et on va enrichir avec plein d'autres choses. Je pense que souvent on le fait par rapport aux patients qu'on rencontre. On se dit tiens, là j'avais peut-être pas la solution, je vais aller voir cette formation. Ou alors on va faire une formation qui va nous ouvrir un petit peu les yeux sur quelque chose qu'on connaissait pas. Moi récemment c'était la podopédiatrie, enfin la posturologie pédiatrique, qui est c'est hyper riche, ça ouvre beaucoup de portes. Et voilà. Mais je pense pas qu'il y ait deux podologues qui travaillent de la même façon. Donc voilà, c'est hyper riche et en fait on ne se doute pas. Non. On ne se doute pas qu'il y a autant de spécialités possibles en fait au sein même au cœur d'un seul métier, oui, en fait. Oui. Mais après des fois ça peut être aussi gênant parce que moi dans mon cas j'aime bien quand il y a une ligne de conduite et que les choses sont démontrées scientifiquement, etc. Donc il y a des gens qui proposent la même formation en posturologie, mais il y a des organismes différents, donc ils vont pas aborder de la même façon. Et des fois on peut se poser la question quand on est un peu perfectionniste de est-ce que j'ai fait la bonne, est-ce que j'ai la bonne façon de faire. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut en faire autant qu'on veut des formations, donc du coup de comparer un petit peu les méthodes d'apprentissage ou d'application, et après voilà. Mais on se fait un petit peu notre propre cuisine en fait par rapport à tout ce qu'on a à disposition. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'avais vraiment très envie qu'on parle déjà des semelles. Ouais. Alors, moi, je suis une habituée puisque j'ai une déformation au niveau des pieds qui se nomme les hallux valgus, ce petit nom merveilleux qui fait souffrir. Hein. Et donc, je suis depuis, pas toujours, mais depuis des années et des années avec des semelles. Moi, j'ai souvent entendu, surtout dans les errances médicales, alors quand on se plaint de douleur de dos, allez voir un podologue, faites-vous faire des semelles, ça va aller mieux, etc. Dans quelle mesure se faire des semelles, surtout quand on a des douleurs de dos, ça peut régler les choses? Et moi, ma question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas tous besoin d'une paire de semelles ou pas du tout? Non, parce que, alors déjà, souvent les semelles, c'est pas la solution de première intention. Déjà, on va voir son médecin traitant, on va faire plus ou moins de l'imagerie, on va prendre plus ou moins des antidouleurs. On va consulter des spécialistes si malgré tout ça passe pas, et surtout on va chez l'ostéo et on se fait accompagner par un kiné pour tout ce qui est ça peut être des massages antalgiques, ça peut être du renforcement musculaire, et de mon point de vue, c'est vraiment un point de vue personnel, on peut venir compléter tout ça avec une paire de semelles. Pour moi, la paire de semelles, elle peut marcher en première intention dans certaines pathologies de type l'épine calcanéenne par exemple. Des fois des pathologies chez les enfants aussi, où on sait que c'est transitoire et la semelle elle va venir accompagner en apportant un petit peu d'amorti jusqu'à ce que la croissance soit finie, et après on enlève la paire de semelles. Mais pour moi c'est
c'est pas le traitement de première intention, c'est pas magique une paire de semelles, mais comment ça va agir, soit ça va venir agir en soulageant vraiment le pied, donc on vient changer les appuis, on vient régler les problèmes de troubles statiques, on vient compenser, amortir, soutenir, donc là déjà on va agir directement sur le pied quand le pied se pose sur le sol et à la marche. Ensuite avec le traitement plutôt postural, on va venir chercher un équilibre, donc nous on va régler les problèmes qu'on peut retrouver à l'entrée posturale qui est le pied. On en a d'autres, on a les yeux, on a la bouche, voilà. Mais nous, on va agir directement sur le pied avec nos semelles. Et donc, le traitement postural, il va viser à retrouver un équilibre au niveau de la circulation, du message nerveux, et à régler les problèmes de tension musculaire au niveau des chaînes musculaires dans tout le corps. Donc c'est une reprogrammation. Et les deux sont complémentaires. En fait, on peut utiliser plusieurs méthodes sur une même paire de semelles. Dans les cas où il y a des gros blocages, des grosses tensions ou des problèmes de récidive, il faut vraiment avoir un accompagnement médical et avec d'autres professionnels paramédicaux à côté. Pour moi, dans les personnes les plus douloureuses, la semelle toute seule, ça va pas tout régler. Ça va pas tout régler. Alors, je pense qu'il y a chez certains podologues, ça peut. Il n'y a pas une seule façon de penser à ça, c'est qu'il y a des fois une paire de semelles, et une paire de semelles toute simple, de reprogrammation posturale avec des petits éléments d'1 millimètre, ça peut suffire. Mais il n'y a pas un exemple type de vous avez cette pathologie, il faut aller voir le podologue, ça va marcher, ça va vous faire du bien. On teste d'autres choses et on vient en complément de toute une équipe pluridisciplinaire. Malgré tout, est-ce que par exemple, toi, ta patientèle, il y a des pathologies qui reviennent plus régulièrement et sur lesquelles tu arrives à agir en podologie? Alors, ça va être surtout, moi, par rapport à ma patientèle à moi, des problèmes rhumato. Donc, vraiment, ou des maladies rhumatismales, type polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante. J'ai quelques patients fibromyalgiques aussi. Et après, beaucoup de problèmes d'arthrose post-traumatique. Donc, des gens qui ont eu des gros accidents au niveau des pieds, qui ont des opérations, qui s'arthrosent, qui ont des douleurs pour marcher. Et c'est vraiment, dans ma pratique, moi, j'appareille vraiment beaucoup le pied. C'est vraiment le pied qui va être le motif de consultation. J'ai mal au pied, j'ai mal quand je marche. Qu'est-ce qu'on peut faire pour m'améliorer? Donc du coup, souvent je viens compléter déjà une équipe pluridisciplinaire qui est assez importante, le rhumato, la personne a déjà des séances de kiné, donc on vient déjà souvent on change les chaussures. Et le chaussage, c'est vraiment très déjà, très important aussi. Au tout départ, c'est un peu la première chose qu'on va regarder. Et souvent, les gens sont chaussés une demi-pointure, voire une pointure trop petite, surtout les femmes, parce que mais elles faisaient du 37 et elles veulent pas passer au 38, alors que le pied peut s'affaisser un petit peu, et ou alors avec de l'œdème, on sera peut-être mieux dans du 38. Donc des fois, dans des pieds qui font mal parce qu'ils sont compressés, juste le fait de changer de chaussure sans faire de semelle, ça va les améliorer. C'est difficile de faire changer de pointure. Est-ce qu'au niveau du chaussage, justement, tu as des préconisations? Je pense notamment pour toutes les futures mamans ou les mamans de jeunes enfants. Moi, tu vas me dire, moi, ce que j'ai appris, c'est l'inverse de tout ce qu'on entend, surtout en général dans les magasins de chaussures. C'est-à-dire que ce qu'on entend, c'est il faut une chaussure qui maintienne bien le pied, qui est rigide, qui monte, qui prenne bien la cheville, etc. Moi, dans ma formation, j'ai appris l'extrême inverse. C'est laissez-les pieds nus au maximum pour qu'il puisse vraiment bien dérouler son pied quand il fait l'acquisition de la marche. Et si vraiment on veut le chausser, une semelle extrêmement souple qui justement ne va pas venir contraindre la cheville non plus et qui va lui permettre d'être presque au niveau du sol. Oui. Moi, dans ma formation, j'ai appris qu'il fallait à l'acquisition de la marche des chaussures avec une semelle rigide, une tige rigide et avec un bon soutien de voûte. Non, plus du tout. Moi, j'ai des enfants. Et même dans ce qui revient maintenant sur les études sur l'acquisition de la marche sur les tout petits, c'est pieds nus ou des chaussures ultra souples jusqu'à ce qu'ils aient acquis la marche. Et après, on adapte aux besoins de l'enfant, mais il faut que ça reste souple. Tout ce qui est rigide, on oublie. En fait. Mais même dans les chaussures, finalement, pour nos enfants ou même en tant qu'adultes, toutes les semelles qui sont hyper rigides, compensées et qui ne se plient pas, c'est pas un idéal pour le pied. Chez l'adulte, ça dépend. L'idéal pour le pied chez l'adulte, c'est la chaussure dans laquelle on se sent bien.
qui est adapté à la morphologie du pied, à la largeur du pied, aux problèmes et aux douleurs du quotidien. Quelqu'un qui va avoir des grosses douleurs lombaires, qui va mettre des talons toute la journée, ça va pas. Quelqu'un qui a un pied qui a tendance à s'affaisser, avec la cheville qui sera très instable, si on lui met des tongs, ça va pas aller. Ça va pas aller non plus. C'est les talons de manière générale. On est quand même. Est-ce qu'il y a un consensus pour dire que quand il dépasse un certain nombre de centimètres, on se fait du mal à notre corps? Alors moi, dans ma formation, j'ai appris qu'au-delà de 2,5 centimètres, c'était à éviter. Donc on essaye de pas monter au-dessus, mais après ça dépend. Est-ce que c'est dans le quotidien? Est-ce qu'on est tous les jours sur des talons de 12 centimètres? Est-ce que ça va être une fois de temps en temps? Je parle vraiment dans un quotidien. On va faire une soirée où on se fait plaisir et on met des escarpins hauts. Après, dans le quotidien, c'est des chaussures. Il faut des chaussures confortables. Il faut que ce soit confortable. Il faut que le pied soit pas comprimé, il faut que y ait pas de déséquilibre, que ça n'augmente pas, par exemple, la courbure qu'on a au niveau des lombaires. Ça dépend vraiment de la morphologie du pied de chacun. Du pied et puis aussi de la statique de la personne. Et de sa morphologie, et de est-ce qu'elle est en surpoids ou pas. Enfin voilà, il y a plein de paramètres, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et donc ça peut être intéressant pour une personne lambda d'aller ne serait-ce qu'une fois chez le podologue pour voir un petit peu, faire un bilan et au niveau de son chaussage et éventuellement de sa posture. Oui, voilà. Alors après, la plupart des gens qui vont venir consulter, ça arrive, des bilans juste pour faire un bilan. Mais moi je vois dans la pratique, on a des personnes qui viennent avec une problématique, c'est-à-dire qu'ils ont une douleur. Quand on est soignant, ce qu'on va essayer de faire, c'est un peu le but, c'est d'aller régler un problème de douleur ou en tout cas essayer de l'améliorer. Donc les bilans, juste pour faire un bilan, on voit pas trop. On voit pas trop. C'est souvent la douleur qui emmène les gens. Les gens, quand tout va bien, ils se posent pas de questions et ça va être la douleur qui va amener la consultation. Soit des fois en première intention, donc c'est-à-dire que j'ai mal, vous êtes podologue, je viens vous voir. Donc là, dans ce cas-là, nous on est un peu faire notre bilan. Et après, ce qui est bien, c'est que donc on va pouvoir renvoyer aussi vers les médecins traitants ou vers d'autres professions paramédicales pour du coup avoir une prise en charge pluridisciplinaire. Il y a une problématique. Voilà, on vient voir un podologue quand il y a une problématique. Et pour le soin, c'est pareil. C'est-à-dire que il y a des personnes qui se rendent compte qu'elles ne peuvent plus. Par exemple, se couper les ongles parce que elles se plient plus, elles ne voient plus, elles n'ont plus la force dans les mains. Donc les pieds, ils ne les atteignent plus. Donc là, ils vont venir, ils se disent, je viens chez le podologue régulièrement parce que je ne peux plus entretenir. Il y en a peu. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui a une douleur qui va venir très tard, en fait, parce qu'il a mal depuis des années. C'est depuis des années. J'ai mal depuis des années. Je sais pas si vous allez pouvoir faire quelque chose. Et du coup, nous, on essaye de faire notre métier. Du coup, on va gérer cette problématique. Voilà. Chez les patients qui viennent nous voir, il y a souvent une douleur. Voilà, une douleur qui fait que je viens vous voir. Et souvent avec le petit doute, je ne sais pas si vous allez pouvoir faire quelque chose. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me toucher. Moi, c'est ce que je t'ai dit sur mon nom. Je ne sais pas si vous allez pouvoir faire quelque chose pour moi. Effectivement, j'étais vraiment très dubitative, mais comme c'est ma belle-mère qui m'a dit que j'ai confiance en ma belle-mère, et du coup, j'ai consulté. C'est ça. Et souvent, c'est un proche qui va dire, tiens, tu devrais essayer d'aller voir la podologue. Voilà. Et de temps en temps, alors moi ça va faire un petit moment que je suis dans la commune où j'ai mon cabinet. Donc du coup, comme on a des patients communs avec les médecins qui travaillent là-bas, ils vont plus avoir le réflexe du coup de dire allez voir la podologue, c'est de son ressort, voilà. On a pris l'exemple du Panari. Est-ce que là, il y aurait un autre exemple qui te vient de quelque chose de très commun et où les gens ne pensent pas à venir te voir et qui peut se régler assez facilement par des soins? Un corps. Alors un corps, c'est de la corne qui va s'accumuler sur un point de pression ou une zone de frottement. Donc on parle de corps. Alors c'est le même processus. On parle de corps quand c'est sur les orteils, du rayon quand c'est au niveau des têtes métatarsiennes, donc sur l'avant-pied, et de callosité quand c'est au niveau du talon. C'est le même principe. Sauf que par exemple sur un orteil, un corps, ça va être comme une petite boule de corne qui, du coup, avec la pression de la chaussure, va aller s'enfoncer dans la chair. Et au bout d'un moment, ce corps, ça peut créer une plaie en dessous qui va s'infecter. Donc ça fait des orteils tout rouges. Quand on commence à soigner, il peut y avoir des fois du pus, donc il y a un risque infectieux.
Et souvent, les gens pensent que la corne qu'ils vont avoir au niveau des orteils ou des fois au niveau de l'avant-pied, c'est des verrues. Donc, ils viennent pour une verrue. Parce que ça leur fait mal, donc pour eux, ils font le lien tout de suite avec une verrue. Et quand on leur explique que c'est un corps, on va toujours avoir est-ce que ça va revenir? Ben oui, parce que vous avez un orteil en griffe qui va frotter sur votre chaussure, ou alors vous êtes mal chaussé, du coup vos orteils sont serrés et ça va vous créer un corps. Voilà, il y a toujours une contrainte qui va produire le corps. Donc pour ne plus avoir de corps, il faut supprimer la contrainte. Et oui, ça va revenir, donc oui, on va se revoir. On peut pas prédire tous les combien, mais si rien ne change, et à partir du moment où la personne elle va continuer à marcher, de toute façon, le corps va se refaire et il va falloir des soins réguliers. On arrive des fois à supprimer toutes ces hyperpressions ou ces frottements, soit par un petit appareillage en silicone qu'on va mouler sur l'orteil qui va venir protéger la zone où ça frotte, soit quand c'est sous le pied, en modifiant les pressions plantaires et en amortissant les endroits où il y a l'hyperpression. Et là, on va pouvoir diminuer la douleur et de temps en temps, on arrive parfois à supprimer la réapparition du corps. Avec tout le panel finalement d'intervention, mais j'ai bien compris que tous les podologues ne peuvent pas être spécialistes dans tous les domaines. Comment est-ce qu'on peut, trouver finalement le podologue dont on a besoin? Quelles questions on peut éventuellement poser? Alors, ce qui est bien maintenant, par exemple, quand on prend rendez-vous sur Doctolib ou qu'on va voir sur internet, chercher un podologue, soit sur Doctolib, on peut mettre dans notre bio, peut se présenter et mettre toutes les formations qu'on a faites. Donc voilà, si vous allez voir un podologue posturologue, vous regardez s'il a fait des formations de posturologie et du coup c'est marqué. Il y a des petits mots clés qu'on peut taper et après il y a pas mal aussi de podologues qui ont leur site internet et du coup ils détaillent leur pratique. Et du coup là c'est bien pour pouvoir orienter les gens. Et ça arrive aussi qu'on reçoive des patients qu'on réoriente chez des collègues. Parce que un tel va être plus spécialisé avec les sportifs, il va avoir l'équipement pour l'analyse dynamique de la course, etc. Et d'autres, par exemple, qui vont être plus au niveau de tout ce qui est la prise en charge des enfants. Moi, par exemple, je fais beaucoup de corrections de courbure au niveau des ongles, et on m'envoie beaucoup de patients parce que je fais des corrections de courbure et que tous mes collègues n'en font pas dans le secteur où je travaille. Pour expliquer ce que c'est, puisque c'est ce que tu m'as fait aussi, c'est tout simplement une toute petite barre en titane, c'est ça? C'est un peu comme pour ceux qui ont fait de l'orthodontie, les barres qu'on met entre les bagues pour les dents, qu'on vient poser à la base de l'ongle avec de la résine. Donc ça ne fait pas mal du tout, c'est pas du tout un soin qui est invasif. Et tout simplement, en fait, ça va venir faire une petite traction de chaque côté de l'ongle et venir aider l'ongle à se repositionner. On diminue sa courbure, parce qu'il y a plusieurs... Alors, ça dépend, ça veut venir de la position de l'orteil, ça vient de temps en temps avec l'âge aussi. Moi j'ai des patients qui se retrouvent avec des ongles où la courbure elle s'accentue, donc ça favorise les ongles incarnés parce que l'ongle il est vraiment très très profondément enroulé dans le sillon. Il a du mal à pousser, c'est impossible à couper à la maison avec un coupe-ongle. Déjà il faut avoir la souplesse, la vision et puis les bons outils. Comme il y a une force qui est capable d'enrouler l'ongle, nous, on arrive à les désenrouler. Donc, on pose cette barrette en titane qui a une force de traction. Elle veut reprendre sa position. On la pose sur la courbure. On la colle avec des petits plots en résine. C'est de la résine dentaire. Et la traction, elle va se faire le temps de la pousse de l'ongle. Naturellement. Voilà, c'est ça. Et ça fait pas mal. On sent... En fait, moi, j'ai senti les premiers jours la traction se faire. Donc, c'est... par moment tout petit peu désagréable, mais ça ne fait pas mal. Et on retrouve un ongle plat, qui est plus facile à entretenir à la maison. La peau, donc on appelle le lit de l'ongle, en dessous de l'ongle, elle va reprendre sa forme initiale, donc bien soutenir du coup la correction de courbure. Et on peut le faire des fois sur 1 an, mais la plupart des corrections, on les fait sur 4 à 6 mois. Voilà, ça dépend. Des fois, c'est suffisant et ça peut être suffisant définitivement. C'est-à-dire que des fois, on les revoit pas, c'est fini. Et après, il y a d'autres patients où des fois, il y a des récidives sur des petites douleurs du coup sur le bord de l'ongle, où là, on va refaire une pose de fil titane et ça les soulage. Et le soulagement, il est quasi immédiat. Et ça marche très bien. Et la pose, elle est pas compliquée. Ça prend pas longtemps. Et une fois que c'est posé sur l'ongle, on n'y pense plus. Voilà, on n'y pense plus. La personne, elle repart, elle se rechausse et puis on se revoit. Des fois, on se revoit 4 mois après. Donc non, c'est quelque chose qui est très efficace. Que moi j'aime beaucoup, en tout cas.
Est-ce que par rapport à ton métier et là, la thématique un peu du podcast, il y a autre chose que tu voudrais aborder comme thématique ou des choses que tu voudrais faire passer comme message aux gens qui pourraient nous écouter? Là, c'est surtout sur la prise en charge des personnes qui ont des pathologies rhumatismales. C'est les patients qu'on va voir le plus souvent. On a des patients avec des polyarthrites rhumatoïdes qui ont un impact vraiment sur le pied très très important, où on a des grosses déformations au niveau des articulations, des douleurs, des difficultés à se chausser. Là, nous, on va pouvoir avoir vraiment un intérêt de prendre en charge et en soins parce que la peau elle va frotter partout, donc on a pas mal d'entretien à faire sur ce type de pied-là. Et après au niveau des semelles pour aller soulager, toujours dans le cadre en fait d'aller soulager la personne, abaisser les douleurs et leur redonner en fait une vie un petit peu plus sympa parce qu'on peut avoir un impact au niveau justement de la douleur du pied. Ça et puis on est artisan ankylosante aussi. Moi, j'en ai pas mal des patients. Du coup, c'est un peu comme ce qu'on a fait avec toi, c'est-à-dire que il y a une problématique, c'est que sans semelle, je ne peux pas me chausser. Sans semelle, je peux pas marcher. Sans semelle, c'est tout de suite très douloureux. Mais dans ton cas, par exemple, tu voulais mettre tes sandales cet été. Donc, on oriente aussi vers une marque de chaussures où on peut mettre une semelle. Donc, avec des... Oui, moi, c'était la marque Remonte. Voilà. Et qui soit pas trop moche. Parce que c'était ça. Bon, c'est pas la chaussure de mes rêves, on va pas se mentir. Mais honnêtement, c'est quand même joli. C'est dans des bons matériaux. Et en fait, la semelle de la chaussure s'enlève avec des scratchs. Et là, on peut glisser une semelle que le podologue fait sur mesure sur la chaussure. Ce qui fait qu'on ne voit pas la semelle ou très peu. Et qu'on peut se chausser moi, d'habitude, je suis obligée de prendre du 39 alors que je fais plutôt du 38 parce que sinon ma semelle ne passe pas. Et donc là, c'était vraiment un bonheur. Dans ta pointure. Ouais. Là, j'ai pu rester dans ma pointure sur mes chaussures d'été. J'ai pu porter des nu-pieds alors que sinon j'étais en basket de manière permanente parce que le problème, c'est que j'avais des semelles où je mettais des chaussures d'été classiques. Alors, je mettais une chaussure où derrière il y avait une fermeture dans la chaussure et où il y avait des lanières pour que la semelle reste à peu près, mais malgré tout, elle bougeait. Elle allait un peu vers la droite, elle allait vers la gauche. Donc en fait, ça ne corrigeait plus au bon endroit, donc ça créait d'autres douleurs. Et donc c'était très compliqué. Donc je finissais par porter des baskets tout l'été, mais que ce soit d'un point de vue chaleur, bon, même si cet été c'était pas trop un problème, ou d'un point de vue esthétique, l'air de rien, j'ai 35 ans, quand je mets une jolie robe ou une jupe, bah oui, des fois j'ai pas envie d'être en basket. Et bon, la douleur fait que je préfère me chausser confortablement que esthétiquement parlant, mais des fois c'était très frustrant pour moi. Du coup, là, ce qui était bien quand tu es venue, c'est que tu es venue avec tes chaussures et en disant, là j'ai donc ma paire de semelles pour mes baskets, c'est bon, je veux dans mes sandales, on l'a fait, et j'ai cette dernière paire, je veux les mettre. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de limite en fait au niveau des matériaux, au niveau des solutions qu'on peut proposer, on teste. Donc là, dans ce cas-là, on a fait des morceaux d'amorti sur mesure collés directement dans la chaussure pour que tu puisses les mettre de temps en temps. Bon, ça a pas la même prise en charge qu'une semelle entière, mais en tout cas ça permet de... En tout cas ça m'a permis de faire la belle 2-3 soirs dans mon été, et c'était chouette. C'est qu'on va adapter aussi notre pratique à la pathologie et aussi à la demande du patient. Et des fois on dit quelque chose qui m'est arrivé, c'était une dame qui était en escarpin tout le temps, qui avait du coup des rétractions au niveau des orteils, donc avec des griffes d'orteils, donc l'articulation va venir frotter très fortement sur la chaussure, en plus avec le talon, donc tout le poids du corps est sur l'avant du pied, donc ça augmente les rétractions. Et elle voulait absolument quelque chose pour la soulager de ses douleurs. Pour moi, la solution, c'était de changer de chaussure. Mais elle, c'était vraiment... donc on a essayé de faire... moi, j'ai fait un petit appareillage de protection, mais... c'est parce qu'elle le voulait, mais c'était moi c'était pas ta préconisation. Voilà, c'est ça. Bon, après les patients font ce qu'ils veulent aussi. La plupart du temps, il nous faut confiance, donc on arrive des fois à faire changer le chaussage. Mais après c'est de pouvoir avec tout ce qu'on a sous la main d'aller faire du sur-mesure au niveau de la semelle orthopédique, de dire il y a une problématique, il y a une douleur. Toi ta paire de sandales où on a fait vraiment les petits amortis, c'est pas pour du quotidien. C'est-à-dire que par rapport à tes douleurs, tu vas pouvoir les porter de temps en temps. Celles où on peut mettre une semelle entière, tu peux les porter tous les jours. Et puis tes baskets, tu peux les porter tous les jours aussi. Alors moi, je vais faire un petit aparté sur la spondylarthrite puisque c'est ma pathologie.
Je souffre de douleurs de talalgie, ça s'appelle, au niveau du talon, donc fasciite plantaire bilatérale, avec en plus des épines calcanéennes qui forcément se sont développées au fil du temps. Il faut le dire, il y a des solutions. Moi, j'ai mis mon rhumatologue a mis 6 mois après ma première plainte à me parler de talonnette en gel. Donc effectivement, ça m'a diminué mes douleurs de manière très très conséquente. Mais avec par exemple les semelles que tu m'as faites, j'ai beaucoup moins de douleurs. Mais parce que donc la talonnette en gel, ça va être un amorti. C'est que de l'amorti en fait au niveau du pied. Mais nous, ce qu'on propose, c'est vraiment la prise en charge du pied dans sa totalité, du pied, de la posture, voilà. Et ça reste du sur-mesure. Moi, je fais du thermoformage, donc c'est moulé directement sur le pied. Donc il y a aussi un côté sur-mesure, c'est-à-dire que toi, t'as besoin qu'on te soutienne un petit peu plus la voûte plantaire pour répartir au mieux tes appuis. Et ta semelle, elle vient épouser ta voûte plantaire, c'est-à-dire que tu peux pas la prêter à ta voisine. C'est ton pied, c'est ta morphologie de pied, c'est vraiment quelque chose qui va avoir un vrai j'ai plus mes mots. Un vrai soutien. Ouais, un vrai soutien, c'est vraiment du sur mesure. On est sur quelque chose qui est vraiment adapté à ta morphologie de pied. Tu peux pas. Et la talonnette en gel, c'est juste sur l'arrière-pied. On n'a pas une prise en charge de la totalité du pied. Là justement, tu parlais de quelque chose, ça me fait rebondir sur le fait que les chaussures passent de fratrie en fratrie. Enfin, tu vois, que les chaussures se prêtent, qu'on les achète en recyclerie, etc. Alors, je sais qu'il y a un facteur financier, parce que les chaussures coûtent cher. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours entendu que vraiment, les chaussures, à moins qu'elles n'aient quasiment jamais été portées par un tout petit, c'était vraiment, ça pouvait être problématique. Et moi, je sais que à l'adolescence, quand entre copines, on se prêtait nos chaussures, quand tu rentres ton pied dans la chaussure de quelqu'un d'autre, il a pris la forme, des fois l'usure du talon est d'un côté, pas de l'autre, etc. Et que si c'est juste pour une soirée, c'est une chose, mais que c'est pas forcément, ça peut être délétère. Est-ce que en tant que podologue, tu as un avis sur ça? Alors oui, la chaussure neuve, ça reste, on va dire la chose un idéal. Voilà, c'est ça. Mais après ça dépend, parce que dans une fratrie, vous pouvez avoir plusieurs enfants qui n'ont pas du tout la même morphologie de pied. C'est mon cas. J'ai une aînée qui a les pieds hyper fins, et la deuxième, elle a les pieds plus larges. Donc en fait, même si les chaussures des enfants sont pas très usées, on va pas pouvoir les mettre à la deuxième en fait. Enfin, c'est parce que elle a le pied plus large et que ce qu'on va lui acheter comme chaussure, c'est pas la même forme de chaussure, c'est pas pour la même morphologie de pied. Donc faut vraiment faire attention déjà à la morphologie de pied. C'est-à-dire qu'une chaussure trop large sur un pied fin, c'est pas qui tient pas la cheville. Voilà, c'est ça. Ça va être on va pas être bien dedans. Donc comme nous on le ferait en fait. Donc le mieux, enfin, et après encore une fois dans ce que moi j'ai appris, c'est plutôt des chaussures neuves. Voilà, plutôt des chaussures neuves ou des chaussures qui ont été très peu portées. Tu nous disais que l'une des principales raisons de consultation, c'était les pathologies rhumatismales. Oui. Est-ce que il y a aussi tout autour du diabète, et notamment on parle beaucoup du pied diabétique dans ta patientèle? Donc on fait partie vraiment des professionnels de santé à qui on va penser quand on va parler du diabète, parce que le diabète amène des complications assez graves qu'on retrouve au niveau du pied. Donc pour le diabète, on a 2 types de diabète. Donc le diabète de type 2 qui arrive un petit peu avec le temps, l'environnement, les conditions de vie, l'alimentation, la génétique aussi. Ça peut être favorisé par les antécédents familiaux. Donc là, qui arrive avec l'âge. Donc ça peut commencer par une insulinorésistance, un traitement qui va être minime au début, et après, chez certaines personnes chez qui ça s'aggrave, on va passer sur des injections d'insuline. Le type 1, c'est la maladie auto-immune, donc qui peut arriver chez le petit enfant. Donc on dit plutôt que c'est le diabète jeune, mais qui peut se produire beaucoup plus tard aussi, vers la quarantaine, chez certains patients. Ça peut être non expliqué, ou alors après un gros choc psychologique, un traumatisme, etc. Et donc ces patients-là, le pancréas ne sécrète plus d'insuline, donc ils sont directement mis sous insuline. Et les premiers signes de diagnostic, justement, c'est une perte de poids très rapide, des gens qui vont boire énormément, qui vont aller énormément aux toilettes aussi, une grosse fatigue,
Et du coup, là, on va faire une prise de sang à jeun et la glycémie, elle explose les plafonds. La glycémie à jeun explose les plafonds. Donc, ils sont mis directement sous insuline. Du coup, nous, ce qu'on va voir au cabinet, c'est les personnes qui présentent des complications liées au diabète. Il y a, d'ailleurs, c'est les seuls soins qui vont être pris en charge par la sécurité sociale. Il y a une gradation à faire au niveau du risque lésionnel, parce que c'est des lésions qui arrivent au niveau des pieds. Donc on a tout un examen qui dure assez longtemps, où on va étudier le pied, la façon de marcher, les appuis. On fait des tests de sensibilité superficielle, voire profonde si on est équipé d'un diapason. Et en fait, on va avoir un score, et selon ce score, la personne a plus ou moins des risques de présenter des lésions. Donc ça va de 0 à 3. Et les grades 2 et 3, donc c'est des personnes qui déjà présentent une neuropathie sensitive, donc c'est-à-dire qu'ils ne sentent plus rien au niveau de la peau du pied, ils ne sentent pas. Des déformations des pieds, et après pour le grade le plus élevé, c'est des personnes qui ont déjà eu des plaies, donc un mal parcourant plantaire, donc des plaies qui sont difficiles à cicatriser, ou des antécédents d'amputation. Donc ces personnes-là sont prises en charge à 100%. Et c'est la seule ALD, le diabète, où on a des soins de pédicurie qui sont pris en charge. Tout le reste de toutes les autres pathologies, de toutes les autres ALD, il n'y a aucune prise en charge. Ça sera en fonction de la mutuelle. Voilà, et ce sera la mutuelle. Mais la Sécu, elle ne rembourse vraiment que les personnes diabétiques qui ont déjà eu des complications graves au niveau du pied. Voilà, même si vous êtes en soins de prévention, qu'il n'y a pas de neuropathique, mais que vous avez un diabète de type 1 ou de type 2, il n'y a pas de prise en charge. Le bilan, il est pris en charge à 100%. La partie bilan, mais la partie soins ne sera pas remboursée. Ces patients-là, pour par exemple les patients diabétiques de grade 2 et 3, donc qui ont déjà des complications, on les voit très régulièrement. Et très régulièrement, pour certains, on les renvoie chez le médecin traitant pour qu'il prescrive des soins infirmiers parce que ça fait des plaies. Il y en a qui vont être hospitalisés et amputés, ils reviennent. Enfin voilà, sur des années, on voit vraiment que le pied se dégrade. Ils ont plein d'autres problèmes de santé, mais nous, en tant que podologue, on va faire vraiment le suivi, le soin du pied, et on va être on va lancer l'alerte si jamais on trouve une plaie, si jamais on trouve une infection, si jamais la réponse elle doit être le jour même, consultation médicale, et souvent il y a des soins infirmiers derrière, des pansements, plus ou moins une antibiothérapie, plus ou moins une hospitalisation, ça dépend de la gravité de ce que nous on va trouver en enlevant la chaussure. On peut trouver un clou, on peut trouver un morceau de verre. Oui, parce qu'ils sentent plus rien, donc en fait ils n'ont plus conscience. Ouais. Donc c'est ça qui est dangereux chez ces patients-là, c'est le retard de traitement. C'est-à-dire que quand on sent pas qu'on s'est blessé, ou qu'on marche depuis le matin sur un clou, on va pas se soigner. Et si on soigne pas, ça va. T'as déjà eu des cas extrêmes comme cela? Alors la vis dans la chaussure depuis le matin, oui, chez un patient qui avait déjà des plaies très graves, qui avait fait une fascite nécrosante sur une plaie due à un caillou dans la chaussure, sur l'autre pied. Donc il était en soins infirmiers, et donc sur le pied gauche qui était déjà très abîmé, et sur le pied droit il arrive et je lui dis là il y a un souci, vous avez une plaie. Mais je sens rien. Oui, je sais que vous sentez rien. Faites-moi voir votre chaussure. Et là, je regarde et je trouve une vis plantée dans la semelle. Donc, il marchait vraiment. La vis rentrait dans son pied. Il marchait dessus depuis le matin. Donc, heureusement, juste depuis le matin. Mais voilà, c'est la neuropathie. Ça va à ce point-là. Ils ne sentent vraiment plus rien. Mais la douleur, en fait, c'est quand même un message d'alerte qui nous protège. Oui. C'est comme les personnes qui n'ont plus de sensation au niveau des mains, qui vont mettre la main sur une plaque qui chauffe et en fait, ils vont pas s'en rendre compte tout de suite. Enfin, il peut y avoir des choses dramatiques. Et là, au niveau du pied, c'est vraiment le diabète provoque une neuropathie sensitive. Et cette neuropathie, donc ça peut être une perte totale de sensibilité, mais ça peut aussi, paradoxalement, leur donner des sensations de brûlure. C'est-à-dire qu'ils dorment pas de la nuit parce que leur pied leur brûle, ça leur fait mal. Donc ça, plutôt la nuit. Moi, dans les patients que je suis, c'est plutôt la nuit. Mais après, quand on fait le test avec c'est un petit monofilament, on a des points de pression qu'on doit tester. Ils ne sentent rien du tout. Ils ne sentent rien du tout s'ils marchent sur une vis. Ce même patient, il y a un historique pas possible. Il était arrivé avec les deux pieds. Je dis, vous avez fait du débroussaillage? Oui, il y a 3 semaines. Et en 3 semaines, vous n'avez pas regardé vos pieds. Très bien. Il y avait des épines partout.
J'ai mis 45 minutes à enlever juste les épines, mais sur les deux pieds. Et il n'avait rien senti. Bon, il y a des petits débuts d'infection, des choses comme ça. Voilà, il y en avait, je sais pas, une centaine. Wow. Donc, mais il n'avait pas senti. Et donc on a un rôle d'éducation thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va leur expliquer ce que c'est le diabète. Donc, de temps en temps, quand ils sont sous insuline, ils ont été hospitalisés. Donc, ils peuvent se faire hospitaliser 1 semaine par an, où ils font tous les contrôles. Donc, il y a les yeux, ils voient leur glycémie, ils adaptent leur traitement, ils peuvent voir plusieurs professionnels de santé sur leur semaine d'hospitalisation. Et là, du coup, il y a des gens qui viennent leur parler de leur maladie. Des fois, pour un diabète de type 2, c'est le médecin qui a eu des analyses, il a prescrit le traitement, et puis voilà. Et du coup, les gens, ils ont du diabète, donc ils s'imaginent que faut pas que je me coupe, faut pas que je saigne, sinon on m'ampute. Donc nous, on a le rôle de leur expliquer ce que c'est que leur maladie, et quels sont leurs risques, et que c'est progressif, et que c'est pas parce qu'on vient de déclarer un petite insulinorésistance que demain on va leur amputer le pied. Donc on est là, on leur fait leur suivi. Pendant le bilan, on voit leur chaussage, leur façon de marcher. Donc là, on peut se rendre compte que peut-être il y a des hyperappuis, ou un besoin de soins, ou un besoin de soins réguliers, ou de semelles orthopédiques. Donc on fait tout ce bilan-là. Le bilan, on le transmet au médecin. Comme ça, le médecin sait qu'il y a une prise en charge. Et après, on leur propose un suivi. Et parfois, ce suivi peut être donc même une fois par an, soit après, quand c'est pris en charge, ils peuvent avoir jusqu'à 8 séances remboursées par an. Okay. Donc là, on les voit très régulièrement et on peut du coup tout de suite réagir et réorienter si nous on rencontre un problème à ce niveau-là. Donc ça peut éviter de se faire amputer. J'espère en tout cas que toutes les personnes diabétiques qui peut-être n'auront pas eu cette hospitalisation et une vraie explication sur leur pathologie vont entendre ça et puis être vigilants. En tout cas, c'est le podologue. En tout cas, c'est vraiment nous, c'est notre on fait partie intégrante de la prise en charge des personnes diabétiques. Oui, c'est votre cœur de métier par rapport à c'est ça. Cette pathologie. On fait partie des personnes à aller voir quand on a un diabète, parce qu'on a la connaissance de la maladie et de ses conséquences au niveau du pied. Donc on peut être on peut être de bons conseils sur cette pathologie-là. En tout cas. C'est vraiment, des personnes diabétiques, on en voit toutes les semaines. Voilà, donc du petit diabète, avec le taux de sucre dépasse légèrement la norme, à la personne diabétique avec toutes les conséquences que le diabète peut avoir. Donc des amputations, des orteils en moins, des jambes en moins des fois aussi. Mais on les prend en charge. C'est jusqu'à ce qu'il n'ait plus de pied, en fait, ça arrive parfois. Oui, mais en tout cas, est-ce que les soins que vous prodiguez peuvent éviter, par exemple, des amputations? Oui, parce qu'on va les sur les personnes qui sont suivies régulièrement, on va les réorienter tout de suite vers le médecin traitant. Donc la prise en charge, elle peut être plus rapide quand il y a un suivi au niveau du pied, ou alors qu'on leur a dit faites attention à vos pieds. C'est ça, en fait, tout simplement, regardez vos pieds tous les jours. Voilà, vérifiez votre pied tous les jours. Après avoir été jardiné, on se lave bien le pied, on vérifie, ou on fait vérifier quand les gens vivent pas seuls. On fait vérifier le pied. Et après, il y a aussi une communication qui s'instaure avec le médecin traitant, où ils savent qu'il y a une prise en charge. Parce que si on les réoriente, ils savent que c'est pas pour rien non plus. La prescription de pansement, elle est faite tout de suite. Mais non, ça nous permet, en les voyant, d'être plus réactifs et d'éviter qu'il y ait des conséquences plus graves. C'est comme tout, plus c'est vite pris en charge, mieux ça se soigne. Voilà, c'est ça. C'est d'accélérer la prise en charge des plaies de ces patients. En tout cas, j'espère que ton message ira loin pour qu'un maximum de personnes diabétiques ne se retrouvent pas avec des amputations qui auraient pu être évitées. Voilà, mais c'est dans le cas où il y a quand même tout un contexte. C'est-à-dire que toutes les personnes diabétiques ne vont pas faire d'amputation. Oui, c'est important de préciser que les gens qui nous écoutent ne se mettent pas à paniquer. Toutes les personnes, c'est pas parce qu'on déclare un diabète que demain on ira se faire amputer. C'est un long processus de dégradation. Faut déjà avoir eu il y a plusieurs pathologies associées. Il peut y avoir de l'artérite, des membres inférieurs, donc une très mauvaise irrigation du pied. Donc même si une plaie est soignée, ça peut pas cicatriser parce que le sang n'arrive pas, par exemple, jusqu'au bout de l'orteil. Donc c'est pas très bien vascularisé, donc ça cicatrise soit très très lentement, soit très mal. Après il y a aussi avec le diabète le pied de Charcot, donc c'est un pied qui va se dégrader très rapidement, avec vraiment une grosse déformation au niveau des pieds. Ça fait des plaies, ça fait des zones de frottement, et là
il faut vraiment être très vigilant aussi. Donc voilà, nous c'est ce qu'on leur apprend, c'est la vigilance, le chaussage adapté à l'activité, c'est-à-dire qu'on va pas faire du débroussaillage pieds nus en sabot. On essaye de mettre des chaussures de sécurité ou en tout cas des chaussures fermées avec des chaussettes. Et après de l'autovigilance, voilà, c'est ça, de l'autosurveillance ou d'impliquer aussi le conjoint parfois à la vigilance. Voilà, à la vigilance. Merci pour toutes ces précisions. Je sais que tu as écouté les podcasts quand je t'en ai parlé et tu m'as dit que tu les avais enchaînés cet été. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans ma voiture et du coup j'ai écouté beaucoup de podcasts. À quel endroit, toi, en tant que professionnel, ça t'a apporté d'écouter les épisodes ? Les pathologies, je les connaissais toutes en théorie. Soit par ma formation, soit par curiosité comme ça, dans mon entourage. J'en ai entendu parler. Ou alors j'ai fait des recherches dessus. Et moi, tout ce qui m'a le plus touchée, c'est quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans que les personnes cherchent des solutions. C'est en fait, c'est de pas avoir de réponse. Ça m'a vraiment, je me dis mais c'est une détresse pas possible pour ces gens-là. Et après, ça m'a fait tilter au niveau de moi, de ma profession, c'est de me dire ok, maintenant, du coup, d'avoir écouté ces podcasts, je les connais mieux, ces pathologies. Donc, je vais être plus à l'écoute en fait de ce qui me parle, de leur vécu, de leur douleur, de ce qu'ils vivent au quotidien. Ça va pas forcément changer ma pratique, mais je vais les comprendre un petit peu mieux. Donc du coup, ça peut être même pas des fois pendant un soin, on discute. Et il y a récemment une patiente que j'ai eue qui a la fibromyalgie et j'avais écouté les podcasts, j'ai lu pas mal d'articles aussi, parce que du coup je suis allée faire plein de recherches derrière parce que ça m'a intéressée. Et à la fin du soin, donc c'était un soin pour les pieds, parce qu'elle souffre beaucoup, et elle m'a dit merci beaucoup pour votre écoute. Et je me suis dit c'est chouette parce que aussi c'est des patients qui sont des fois dans une telle détresse que on peut leur prêter une oreille attentive et on sait de quoi ils parlent en fait. Et c'est ça. Et souvent ils sont étonnés de vous connaissez, vous en avez entendu parler sur les traitements, sur les centres antidouleurs aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas les centres antidouleurs, donc de dire oui on connaît, qu'est-ce qu'ils vous ont proposé, et voilà, juste pendant une demi-heure on a été une oreille attentive, on les a soulagés d'un côté. Et il y a le soulagement moral. Et voilà, il y a été écouté et entendu. Il y a juste ça. Et ça, je pense que ça fait aussi un petit peu la différence quand on est informé, nous en tant que soignants, sur ce que vivent nos patients avec leur pathologie. Même si c'est pas nous notre rôle de les traiter, je trouve que c'est bien d'être informé, d'avoir vraiment la connaissance de la maladie, des traitements qui leur sont proposés, et voilà, ils vont nous donner un nom, on va savoir que c'est un traitement pour telle ou telle pathologie. Enfin et on est au courant, et du coup ils ont pas à nous rebalancer tout leur historique aussi derrière, ou alors de nous expliquer leur maladie, parce que je pense qu'il y a certains patients en errance thérapeutique ou qui l'ont été, avec des maladies qui sont pas très connues, qui peuvent tomber sur des gens qui ne connaissent pas la maladie. Ça m'a aussi rassurée d'un côté de voir que moi, pour des maladies dont j'ai entendu parler quand j'étais étudiante, il y avait une reconnaissance maintenant. Parce que il y a une dizaine d'années, ça n'était pas le cas. Moi, la première patiente qui souffrait de fibromyalgie que j'ai vue, c'était quand j'étais en stage avec un rhumatologue, qu'elle venait en consultation. Elle avait une 40aine d'années, elle est arrivée avec une bouée. Elle s'est assise avec sa bouée en bois. Elle boitait, elle avait... Et moi, le rhumatologue m'a dit, tiens, regarde les radios, qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois rien. Oui, parce qu'il y a rien. Il y a rien. Voilà, il y a rien. Donc cette dame, elle était au bout du rouleau, et elle est repartie, et sa réflexion de ce rhumato, ça a été de dire non mais elle a qu'à se faire baiser un bon coup, ça ira beaucoup mieux. C'est très vulgaire. Waouh. Mais voilà. Et moi, c'est la première fois que j'ai vu la fibromyalgie. C'était ce contact-là. Voilà, c'était ça. Avec donc, voilà, on est étudiant. À l'époque, c'était encore un gros point d'interrogation. Il n'y avait pas de prise en charge. Donc, on peut imaginer, toi, t'étais en formation de podologie, aussi il accompagnait aussi des internes en rhumatologie et qu'il avait ce postulat de base et cette, je dirais même ces a priori. Ces a priori et ce manque de respect, ce côté dédaigneux finalement, même de ne pas
Oui, c'est un irrespect total en plus de cette personne, même si peut-être que lui n'était pas au clair, mais il peut transmettre ça et ça peut se transmettre aussi. Voilà, et surtout, alors la position médecins paramédicaux, c'est voilà, ils ont une dizaine d'années d'études. C'est très descendant. Voilà, ça, c'est sûr. Et nous, en tant que, enfin voilà, j'étais étudiante peut-être en 2e ou 3e année. On part du principe qu'il a raison au départ. Et si on n'a pas la curiosité d'aller voir un petit peu plus loin, je pense qu'on peut jamais se poser de questions. Et si un jour au cabinet on reçoit quelqu'un qui a une fibromyalgie, et qu'on est resté avec ce postulat voilà. de base de c'est que cette personne. Voilà, donc c'est pour ça que tout ce qui est podcast, tout ce qui est information, je trouve ça hyper important. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse et ça m'intéresse de tiens, j'ai cette pathologie et ça m'arrive encore. Hein, il y a des choses que je connais pas. Ce que je fais après que le patient soit parti du cabinet, je vais aller me renseigner, je vais lire sur une pathologie que je connais peut-être pas très bien et même si c'est pas à moi de m'en charger. Parce que c'est arrivé fortuitement dans la conversation, mais moi je suis curieuse, donc j'ai envie de savoir tiens, il m'a parlé de ça, c'est vrai que ça a aucun rapport avec moi, mon métier, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il vit, donc pour ça les podcasts, les gens qui viennent raconter leur expérience, c'est bien. Et aussi le rapport de moi je suis aussi une patiente. Donc, oui. De voir que le rapport avec tout ce qui est médical, c'est pour tout le monde pareil, en fait. C'est qu'on a des questions. Souvent, en ce moment, je trouve qu'on n'a pas trop de réponses. Mais de voir qu'à la fin, ils ont un diagnostic, ils ont un traitement, ils ont une prise en charge. Et puis, du coup, moi, je peux en faire partie des fois de cette prise en charge. Ça, c'est intéressant. Avant qu'on commence, tu me parlais, là on en parle dans le podcast régulièrement, puis on le voit de manière générale, la dégradation des soins et de l'accessibilité aux soins. Ouais. Et tu me disais que, par exemple, en l'occurrence, toi, ton médecin traitant, il y avait un mot dans la salle d'attente qui n'autorisait que 2 motifs de consultation. Parce qu'ils sont très pris. Ils demandent aux patients, pour un rendez-vous, d'aborder 2 motifs de consultation. Donc si on veut... et on reprend rendez-vous si on a besoin d'aborder autre chose. Donc moi, en tant que patiente et je suis soignante, je suis obligée de prioriser parfois. Et du coup, je laisse traîner des choses. Et je me dis quelqu'un qui... Enfin, ça me questionne beaucoup parce que je me dis quelqu'un qui va avoir plusieurs symptômes. Peut-être qu'il va oublier de parler d'un symptôme et ça peut peut-être être déterminant pour une pose de diagnostic. Donc, je sais pas comment... Parce que moi, je suis capable d'avoir un petit peu de recul sur ce qui m'arrive au niveau santé parce que je baigne un petit peu dedans. Mais quelqu'un qui aura pas cette culture médicale, comment il fait en fait pour prioriser ses symptômes ou ses motifs de consultation ou alors il va prendre, je sais pas, il a 4 choses à parler, il va prendre 2 rendez-vous à la suite et je pense que c'est un petit peu partout pareil. Il y a de moins en moins de médecins en ce moment, de plus en plus de patients qui aimeraient bien se faire soigner. Il faut bien que les médecins s'organisent aussi, mais voilà, ça me questionne. Mais ça montre vraiment la dégradation. Pour que les médecins en arrivent à poser cette condition-là, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Enfin, j'imagine, j'ose espérer que la majorité des cas, c'est ça, et que ce n'est pas pour une question financière de dire, je pense que c'est une question de temps de consultation. Je pense. En plus, il faut savoir que pour les personnes qui sont en errance médicale, je l'ai entendu beaucoup de fois, en fait, il y a aussi la peur d'être pris un peu pour fou si on énonce tous les symptômes que l'on peut avoir. Et pour autant, si on avait une vraie écoute sur tout ça et qu'on pouvait vraiment vider notre sac avec tous les symptômes que l'on peut avoir sur tous nos organes, sur tout notre corps, peut-être qu'il y aurait une pose de diagnostic plus rapide parce qu'en fait, on pourrait voir dans l'ensemble et en fait, il y a des pathologies qui recroisent énormément de symptômes et c'est ce que tu disais en fait. Des fois, il suffirait peut-être d'un symptôme qui nous paraît moins grave ou moins gênant qui pourrait mettre la puce à l'oreille sur une pathologie un peu plus rare ou sur quelque chose ou même faire des diagnostics différentiels. Ouais. Là, on le voit avec les patients, c'est que nous, on a un interrogatoire. Donc, avant la consultation, on demande les antécédents. Et les gens disent non mais ça je vais pas vous en parler parce que pour eux ça n'a pas de rapport. Et en fait on va demander mais même est-ce que vous avez eu un accident de voiture, est-ce que vous avez eu des chirurgies. Ils vont parler que au niveau du pied, mais non on demande dans tout le corps. Est-ce qu'il y a des cicatrices, est-ce que vous avez des maux de tête, est-ce que voilà des problèmes de sommeil, etc. Et ça ils ont pas du tout l'habitude on le voit de parler de tous leurs symptômes du quotidien en fait parce que ils sont venus pour leurs pieds et ils vont nous parler de leurs pieds et en fait c'est comme nous aussi on est habitués à quand on fait un questionnaire au début d'une consultation pour des semelles
on va les ostéopathes font pareil aussi. On va tout demander, mais absolument tout, même ce qui n'a aucun rapport. On récupère toutes les informations et des fois ça nous permet de pouvoir aussi donner des conseils pour réorienter le patient. Et c'est complètement différent de quand nous on va aller voir le médecin et de dire bon alors j'avais 3 trucs, mais bon je vais parler que de 2 parce que il me demande de n'en parler que de 2 en fait, 2 motifs. Et c'est vrai que quand dans sa pratique, on va aller s'intéresser un petit peu à tout parce que on se dit bah tiens là, je vais pouvoir vous envoyer chez un tel, peut-être qu'il faudra aller voir ceci ou parler à votre médecin traitant de demander tel ou tel examen, de voir la personne dans sa globalité. C'est vrai que moi je tique un peu quand je vois ça dans les salles d'attente ou quand je prends un rendez-vous moi aussi. Voilà, on parle que de 2 choses, puis après on oublie de reprendre le rendez-vous pour la suite ou voilà, ou alors faut être très très organisé ou très disponible pour mais voilà, après les conditions de prise en charge elles sont ce qu'elles sont, elles sont d'avoir des médecins, de pas avoir 6 mois d'attente non plus. Et voilà. Et donc, faut qu'on fasse avec. Voilà. Merci beaucoup pour tout ce que tu as pu apporter sur ton métier. C'était passionnant. Merci beaucoup à toi de faire ce podcast et de permettre aussi, je pense, aux patients, mais pas que. J'espère qu'il y a d'autres professionnels de santé qui écoutent et du coup qui apprennent plein de choses sur des patients qu'on peut avoir en commun avec des médecins, avec des rhumatos. Je pense que ça force, moi de mon point de vue de paramédical, ça force aussi à s'intéresser à d'autres professions médicales ou paramédicales et qui prend en charge quoi en fait. C'est ça qui est intéressant. Moi j'espère de tout cœur que certains médecins écoutent ou vont écouter, le découvrir et auront cette curiosité-là et aussi de se remettre en question sur leur propre pratique pour voir à quel endroit sans s'en être rendu compte. Parce que je reste persuadée que certaines paroles peuvent être vécues comme quelque chose de très violent pour les patients et qu'il n'y a pas cette intention-là de la part du médecin, en tout cas pour une grande partie. Il y en a d'autres, je n'en suis pas certaine. Voilà, le podcast, il a à aucun moment pour but de dire que parce qu'il y a une errance médicale, c'est de la faute des médecins qui sont incompétents. En tout cas, ce n'est pas pour dire ça. C'est pas perçu comme ça. C'est dans la façon dont tu le fais, c'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment voilà le parcours de ces personnes-là, voilà ce qu'ils ont vécu, et c'est très enrichissant d'avoir cette notion en fait d'errance thérapeutique, de savoir que c'est pas 6 mois, c'est 10 ans, c'est 8 ans, c'est 5 ans, et d'en être conscient en fait que ça peut être très long et très douloureux pour certaines personnes d'arriver à avoir un diagnostic, mais surtout un traitement, une prise en charge derrière. Une prise en charge. C'est vrai que souvent, quand je parle de mon podcast, que ce soit dans mon entourage, les gens peuvent être interpellés par la durée des épisodes, en me disant oui c'est quand même très très long. Moi j'écoute plutôt des choses qui durent 15-20 minutes, des formats beaucoup plus courts. Et moi je leur dis 2 choses. Je leur dis la première c'est que une errance, la majorité du temps, c'est long. On parle pas de 10 jours, on parle pas de 2 mois. Ça peut arriver, et tant mieux. Mais des fois, c'est déjà très très long, quand la souffrance est insoutenable. Mais c'est long. Et donc, en fait, donner cette parole-là en allant dans les détails et en montrant ce temps, pour moi, c'est important aussi pour que les gens ils se retrouvent dans ces témoignages-là, parce que si on peut résumer une errance, je vois des formats qui sont extrêmement courts, en 1 minute on résume 10 ans d'errance. Moi aussi je peux le faire, et c'est autre chose, ça va venir percuter à d'autres endroits. Mais j'avais vraiment envie que les gens qui écoutent se reconnaissent quand ils ont vécu une errance, puisque ça a été long pour eux, et pour que les gens se rendent compte de ce que c'est que de vivre une errance et de la souffrance qu'il y a derrière des années d'errance, parce qu'on ne s'en rend pas assez compte, et qu'on n'oublie pas cette errance-là quand on a enfin le diagnostic, parce que des fois les gens se disent bon bah ça y est, enfin tu sais ce que tu as, c'est super. Oui, mais ça laisse des traces, cette errance médicale, ça laisse des traces psychologiques et physiques. Et d'ailleurs vraiment mon rhumatologue m'en a parlé la dernière fois que je suis allée le voir, de dire vous avez souffert pendant tellement longtemps que peut-être vos nerfs ils ont souffert aussi, que vous avez des douleurs qui sont liées à ça aussi. Donc ça laisse des traces à tout point de vue. Et le deuxième point, mais ça c'est vraiment mon côté, c'est que j'ai vraiment beaucoup de mal à faire le tri dans les paroles de mes invités et à prioriser, parce que pour moi tout est important. Bah oui, tout est important, et surtout qui je suis pour dire que telle phrase est plus importante qu'une autre, puisque peut-être ce qui va résonner pour moi ne va pas du tout résonner pour quelqu'un d'autre, et inversement. Et donc je me dis je laisse de manière générale tout le discours de mes invités et leurs paroles, parce que ça touchera
Voilà, la phrase A touchera quelqu'un, la phrase B touchera quelqu'un d'autre et ce sera pas les mêmes personnes. Mais en tout cas, l'impact, on l'a. En écoutant, ça c'est sûr, on s'en rend bien compte. Et ben j'en suis heureuse. Voilà, donc si du coup ça peut aider certaines personnes à se dire ah bah tiens, j'ai un souci, je vais aller consulter le podologue à côté de chez moi. Voilà, tant mieux. Oui, j'en serais heureuse. Si à notre niveau, on peut les aider et surtout, on a ce rôle aussi de réorienter les patients vers d'autres professionnels de santé et ça c'est important. Tout ce travail pluridisciplinaire pour aider les gens qui souffrent à aller mieux. Merci beaucoup Camille. Avec plaisir. Et à très bientôt. À bientôt. Merci encore Camille d'avoir accepté mon invitation et de m'avoir partagé une grande partie des rouages de ton métier. J'ai appris énormément de choses. Merci aussi à toi d'être la professionnelle que tu es. Très à l'écoute, souriante, efficace et toujours si bienveillante. Je suis heureuse de t'avoir rencontrée et mes pieds te disent merci. J'espère, mes chers auditeurs, que vous aussi avez appris beaucoup de choses et que vous ne verrez plus le métier de podologue pédicure du même œil. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour le faire connaître afin qu'il puisse, je l'espère, soutenir un maximum de personnes. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram, un mot sur mes mots. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.